Après plus de 2 ans et demi de guerre en Ukraine, Poutine ne semble pas plus proche de la victoire. Et chaque jour qui passe, les ambitions de Poutine affaiblissent non seulement sa position politique, mais aussi les fondations du pays qu'il veut ramener à la gloire. Poutine a brisé son propre pays. Le compte à rebours de l'effondrement de la Russie est lancé, Poutine n'a plus beaucoup de temps. Malgré ses échecs en Ukraine, la Russie demeure une grande puissance politique mondiale. Comment cela est-il possible ? Actuellement, c'est peut-être le cas, mais la terrible direction de Poutine, en guerre comme en paix, a préparé le terrain pour un effondrement imminent dont la Russie pourrait ne jamais vraiment se remettre. Et tout commence avec l'économie de la Russie. En surface, la Russie semble s'en sortir assez bien de la guerre en Ukraine. En avril 2024, selon les chiffres du Fonds monétaire international rapportés par la British Broadcasting Corporation, la Russie était en voie de croître bien plus rapidement que beaucoup de ses contemporains européens. En avril 2024, selon le Fonds monétaire international, les exportations pétrolières sont restées stables et les dépenses gouvernementales sont assez élevées pour permettre une croissance économique de 3,2% d'ici fin d'année. Selon le Fonds monétaire international, 2025 s'annonce favorable pour la Russie, avec une croissance probablement supérieure au 1,8% initialement prévu. Cependant, l'organisation prévoit que le Royaume-Uni n'atteindra qu'une croissance de 0,5% d'ici fin 2024, indiquant que la Russie semble dépasser ses concurrents européens économiquement. Cependant, ces chiffres ne reflètent pas la réalité du chaos économique qui sévit actuellement en Russie. Ce que le Fonds monétaire international ne prend pas en compte, c'est que Poutine a transformé l'économie russe en une économie qui dépend presque entièrement de la guerre. Selon Anders Asland, économiste suédois et ex-membre senior du Conseil de l'Atlantique, la Russie est confrontée à des défis technologiques, financiers et démographiques sous-estimés, comme il l'affirme dans un article pour Project Syndicate. Se concentrant sur l'aspect financier, il affirme que les sanctions imposées à la Russie par de nombreux pays occidentaux ont réduit de 2 à 3% le produit intérieur brut du pays, ou produit intérieur brut, selon Aslan. C'est problématique pour Poutine, car cela condamne la Russie à la stagnation économique, et peut nuire à sa capacité à financer la guerre en Ukraine. Il ajoute à cela, déclarant que le produit intérieur brut de la Russie est passé de 2,3 trillions en 2013 à 1,9 trillion aujourd'hui, l'effondrement ayant commencé lorsque Poutine a annexé la Crimée. Selon Aslan, la Russie connaît une inflation cachée, avec des prix qui augmentent de 9,1% par an, et des taux d'intérêt qui ont grimpé à 19%. Il faut aussi considérer la réserve nationale de la Russie. Il ne reste que 55 milliards de dollars sur un pic de 183 milliards en 2021. La guerre en Ukraine a épuisé cette réserve. Aslan notant que la Russie dépensera probablement 10% de son produit intérieur brut total pour l'effort de guerre en 2024. Ce ne sont pas des signes d'une économie saine. La situation est si mauvaise que The Hill prophétise un effondrement économique en Russie dès 2025. Selon le média, la Russie connaîtra un appauvrissement et un mécontentement social croissant avec l'effondrement de son économie, surtout quand Poutine manquera de ressources pour faire tourner sa machine de guerre. La guerre est coûteuse, et malgré des chiffres de croissance économique apparemment positifs pour la Russie, elle épuise ses réserves nationales, fonctionne sous le poids de sanctions massives et manque de fonds pour continuer. Quel est le lien entre cela et l'effondrement de la Russie ? Que la guerre se poursuive jusqu'en 2025 ou qu'elle se termine bientôt, les coffres de la Russie sont tellement épuisés qu'il ne reste presque rien pour s'occuper du public du pays. Le peuple russe fait face à une crise du coût de la vie à un moment où il ne peut pas emprunter d'argent en raison de taux d'intérêt en forte hausse. Et il est clair que la guerre en Ukraine a tellement épuisé la Russie qu'elle est au bord de l'effondrement. Des signes de cela sont déjà visibles dans l'infrastructure du pays. En février 2024, NBC News a publié un article soulignant la dégradation des conditions de vie pour le russe moyen. Il racontait l'histoire d'Elena Grechkaya-Silko, 51 ans, qui a passé une grande partie de l'hiver précédent à frissonner presque à mort dans son appartement d'une pièce. Habitant Novosibirsk en Sibérie, elle a connu des températures descendant à moins 4 degrés Fahrenheit en janvier. Pourtant, elle ne pouvait pas chauffer correctement sa petite maison. 2 accidents, l'un le 11 janvier et l'autre le 17 janvier, ont laissé ses batteries de chauffage complètement froides. Les tuyaux d'eau chaude éclataient, et des défauts dans le chauffage central entravaient la diffusion de la chaleur. Ce sont tous des problèmes d'infrastructure qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine, et tout à voir avec le manque d'investissement dans l'infrastructure vitale. Que proposez-vous exactement et comment serait-il financé ? Poutine dépense tout dans son opération militaire spéciale. L'histoire de Grechkaya-Silko n'est pas unique. Ce n'est qu'un microcosme du cauchemar infrastructurel qu'était la Russie en 2024. La situation révèle que la Russie dépend encore d'infrastructures et d'armements datant de l'ère soviétique,
et a un besoin urgent de modernisation qui tarde à venir. Une grande partie de ces réseaux a été construite pendant l'époque soviétique, dans les années 1970 et 1980, explique l'économiste russe Igor Lipsitz. Il ajoute que l'infrastructure est usée et doit être remplacée. Mais c'est un investissement et du travail, donc personne ne le fait, selon l'économiste. Poutine prétend vouloir résoudre les problèmes. En octobre 2024, la fondation Jamestown a rapporté une visite dans le district fédéral de Sibérie par un envoyé présidentiel russe nommé Anatoly Serechev. Selon Serechev, Poutine juge le problème d'infrastructure assez important pour superviser personnellement les efforts d'amélioration, mais rien ne semble se concrétiser. La fondation Jamestown dit que l'hiver 2023-24 a vu la Russie être frappée par 577 incidents majeurs, affectant l'infrastructure critique dans 59 de ces régions. Non seulement les régions reculées comme la Sibérie étaient touchées. Moscou a connu 31 de ces incidents, montrant que même la ville la plus riche de Russie fonctionne sur une infrastructure vacillante. Si l'on étend les enregistrements de ces incidents à l'échelle annuelle, il y a 7000 problèmes avec l'infrastructure de chauffage de la Russie par an. Presque tous sont dus à l'usure de l'infrastructure, selon la fondation Jamestown. Et le plus inquiétant pour Poutine, ces incidents ont conduit à une vague de mécontentement public dans l'Oural et en Sibérie. La Russie fait face à un risque d'effondrement du rail suite à l'invasion ukrainienne de l'oblast de Koursk. Poutine a dédié une part importante des trains de Moscou au transport de troupes vers Koursk. De nombreux trains ont été abandonnés. Les sanctions ont aussi restreint l'accès de la Russie aux pièces nécessaires pour entretenir son réseau ferroviaire vieillissant. La situation de chauffage se répète à nouveau. Ce que la Russie a est trop vieux pour durer beaucoup plus longtemps. Alors, quelle est la situation jusqu'à présent ? La Russie a investi massivement dans la guerre, négligeant ainsi les problèmes d'infrastructure généralisés du pays par manque de moyens. La fondation Jamestown souligne que ce manque d'investissement n'est pas nouveau. Cela est simplement mis en évidence à un moment où la Russie dépense des milliards dans une guerre qui nuit activement au pays. Le mécontentement grandit parmi la population russe, et la propagande de Poutine ne peut pas détourner du fait que de nombreux Russes gèlent dans leur propre maison. Le peuple russe montre un autre signe que la Russie est proche de l'effondrement. Mais ce n'est pas seulement leur mécontentement envers leurs dirigeants qui était le problème. La Russie fait face à une version d'elle-même manquant cruellement de main-d'œuvre pour continuer à fonctionner. The Hill a suggéré cela dans son analyse de l'économie russe en difficulté. Il souligne que des vagues de citoyens russes ont quitté le pays quelques mois après le début de l'opération militaire spéciale de Poutine. Environ 1 million de professionnels russes ont fui à l'étranger, probablement pour éviter la perspective d'être enrôlés dans l'armée russe. Quant à ceux qui sont restés et ont fini par être dans cette armée, soit en raison de la mobilisation, soit de l'attrait des contrats militaires, plus de 720 000 d'entre eux sont soit morts, soit blessés à la suite du combat contre l'Ukraine. Environ 700 000 Russes, principalement des hommes, ne sont plus présents ou sont peut-être trop blessés pour contribuer à la société russe. Poutine a causé ce problème au cours des presque 3 dernières années. Et le problème de la population russe s'aggrave encore. La Russie est confrontée à un problème démographique majeur qui transforme son visage. Selon le Conseil de l'Atlantique, en 2023 environ, 30% de la population du pays n'était pas russe. Cela peut ne pas sembler beaucoup, jusqu'à ce que vous réalisiez que le segment non russe croît beaucoup plus rapidement que le segment russe. Environ 70% des Russes vivent dans les centres urbains du pays, où ils n'ont tout simplement pas autant d'enfants que les citoyens qui vivent dans les villages et petites villes du pays. Selon le Conseil de l'Atlantique, plusieurs minorités ethniques en Russie ont des taux de natalité nettement supérieurs à la moyenne nationale. Selon des chiffres officiels, le nombre élevé de décès russes dans la guerre en Ukraine pourrait entraîner un baby-boom parmi la population russe en réponse. Mais cela est loin d'être garanti, surtout que la Russie lutte sous des politiques de guerre qui sapent le concept même de croissance de la population. La mobilisation a tué des centaines de milliers de Russes. Il y a une réticence généralisée à avoir des enfants dans le pays, et qui pourrait blâmer les futurs parents pour cela. Non seulement ces parents amèneraient des enfants dans une Russie de plus en plus dangereuse, mais ils courraient également le risque de voir la cellule familiale démolie si Poutine met en œuvre un autre tour de mobilisation. Le taux de natalité en Russie au premier semestre 2024 était au plus bas depuis 25 ans, prouvant que les Russes ne veulent pas fonder de famille dans leur propre pays. Même le Kremlin s'inquiète de ces chiffres. Selon Dmitri Peskov, porte-parole de Poutine, c'est une catastrophe pour l'avenir du pays. Le taux de natalité est actuellement très bas, à 1,4 naissances par femme. Selon Fortune, la Russie post-soviétique a connu des conditions économiques terribles et une chute des taux de fécondité, rappelant l'Union soviétique après son effondrement, alors qu'elle tentait de se remettre de décennies de régime soviétique. Aujourd'hui, on voit le même schéma sous Poutine, ce qui suggère que les Russes savent déjà ce qui les attend. Leur pays tel qu'ils le connaissent est brisé, et les politiques de Poutine n'aident pas beaucoup.
Même sans la guerre, il a pris des mesures qui empêcheront la croissance démographique de la Russie. Par exemple, en octobre 2024, le gouvernement russe a réduit de moitié son quota de permis de séjour accordé aux étrangers, passant de 10 600 en 2023 à 5 500. Ce petit geste peut s'inscrire dans la logique de Poutine de résoudre le problème démographique croissant de la Russie. Mais il intervient aussi à un moment où le pays fait face à une pénurie de main-d'œuvre. La Russie manque de main-d'œuvre. Poutine décourage activement l'immigration dans le pays. La Russie ne peut pas soutenir ce cycle de guerre qui tue des centaines de milliers de personnes et décourage les gens de fonder des familles. Poutine pourrait bientôt manquer non seulement de main-d'œuvre pour faire tourner son pays, mais aussi de soldats pour poursuivre son opération militaire spéciale. Il est possible que cela soit déjà en cours. L'état de désespoir grandissant de Poutine face à la guerre a fait l'objet de nombreux commentaires. La campagne s'étant prolongée, la Russie doit désormais compter sur des chars soviétiques encore plus vieux que son infrastructure chancelante. Certains, comme le T-55, devenu une vue commune en Ukraine, ont plus de 65 ans. Et pire encore pour Poutine, il manque même de cet ancien équipement, si l'on en croit l'économiste. Des 1530 chars que l'ancien ministre de la Défense russe Sergueï Shoïgu se vantait d'avoir livrés tout au long de 2023, 85% étaient des chars de l'époque soviétique. Ces stocks s'épuisent, laissant Poutine de plus en plus désespéré. Pour maintenir sa machine de guerre, Poutine doit investir davantage d'argent russe dans la production d'armement, aggravant les problèmes d'infrastructure et de qualité de vie déjà présents. Ajoutez ces. Les pénuries d'équipements combinées aux problèmes de main-d'œuvre ont rendu la Russie de plus en plus anxieuse, au point de se placer fermement dans la poche de la Corée du Nord. Face au rejet quasi total de l'Occident en raison de ses actions en Ukraine, Poutine a dû forger une alliance avec la Corée du Nord, un pays qui connaît bien l'isolement. Cela devrait vous faire réfléchir. La Corée du Nord est dirigée par un tyran qui supervise un pays où 42% de la population est mal nourrie, avec des millions vivant dans une pauvreté extrême. C'est à peine un allié sain à avoir, surtout lorsque vous considérez comment la rhétorique du président nord-coréen Kim Jong-un l'a fait une cible claire pour l'Occident. Pourtant, c'est le pays avec lequel Poutine a signé un pacte de défense en juin 2024 stipulant que chacun aidera l'autre si l'un d'eux est attaqué sur son territoire. La Russie a vite tiré parti de ce pacte. Lorsque l'Ukraine a envahi l'oblast de Koursk, Poutine a fait appel à son nouvel allié nord-coréen pour fournir des troupes et du matériel pour repousser l'attaque. Entre 11 000 et 12 000 soldats nord-coréens ont fait leur chemin en Russie en octobre et novembre, la plupart prenant probablement part à la contre-offensive en cours à Koursk, forte de 50 000 hommes, à l'heure où nous parlons. Vous pourriez penser que cela ressemble simplement à la Russie qui se renforce en forgeant une alliance. Mais la Russie se renforce-t-elle vraiment ici ? Le simple fait qu'elle compte sur un paria géopolitique comme la Corée du Nord pour fournir des soldats à son armée malade est révélateur. Poutine cherche à éviter une deuxième vague de mobilisation en Russie. Il sait que cela ne ferait que créer une vague de sentiments anti-Poutine de plus en plus forte dans un pays qui lutte déjà économiquement et infrastructurellement. Pire encore, les problèmes de main-d'œuvre de la Russie peuvent accentuer sa dépendance envers la Corée du Nord alors que la guerre se poursuit en 2025. La Russie a déjà perdu plus de 700 000 personnes à cause de la guerre. Elle a perdu encore plus de personnes fuyant le pays à cause des actions de Poutine. Les 11 000 ou plus de Nord-Coréens arrivant en Russie pour combattre pourraient être les premiers de nombreux milliers qui agissent comme un signe certain que la Russie n'a tout simplement pas les gens pour maintenir la guerre de Poutine. Cela veut dire qu'il n'y aura personne pour reconstruire la Russie après la guerre. Réfléchissez également à l'impact de ce mouvement de défense coopératif sur l'avenir de la Russie. Le pays est maintenant redevable à Kim Jong-un, un tyran fou qui menace constamment des nations occidentales beaucoup plus fortes. La Corée du Nord retire quelque chose de l'envoi de ses soldats en Russie. Alexander Gabuev du Carnegie Russia Eurasia Center à Berlin dit que la Russie abandonne probablement ses secrets militaires clés pour mettre la main sur les soldats dont Poutine a si désespérément besoin. Gabuev souligne que les soldats nord-coréens obtiendront une précieuse expérience de combat en Ukraine, s'ils survivent, mais l'essentiel reste les capacités stratégiques qu'ils pourraient acquérir de la Russie. Ces capacités pourraient être de nouvelles armes et technologies. Il pourrait aussi révéler les secrets de la fabrication des armes nucléaires dont Kim a besoin pour appuyer ses nombreuses menaces envers l'Occident. Poutine était coutumier de la rhétorique anti-occidentale. Mais il s'est allié à un partenaire qui pourrait être assez instable pour donner suite au type de menaces que Poutine ne fait que fanfaronner. La Russie est en difficulté. S'endetter envers la Corée du Nord pour plus de soldats ne fera qu'accélérer l'effondrement qui semble inévitable. La Russie devra soit obéir à la Corée du Nord en échange de soldats, soit risquer de faire face à un tyran encore plus avide de pouvoir que Poutine si elle se rebelle. La Russie est dans un mauvais état. La tourmente économique,
et une terrible infrastructure ont conduit à une population mécontente. Le pays fait face à une crise démographique si grave qu'il compte désormais sur l'aide de la Corée du Nord, et il perd des milliers d'autres personnes dans le broyeur à viande ukrainien. Tout cela se produit alors que les systèmes politiques inefficaces de Poutine s'effondrent autour de lui. La corruption est partout au Kremlin. En juin 2020, 4 Round a parlé des remaniements que Poutine a effectués dans son gouvernement. Le plus grand était le retrait du précédemment mentionné Sergueï Shoïgu de son rôle de ministre de la Défense, Shoïgu étant remplacé par Andrei Belyasov. Selon Rand, la Russie a affirmé que Poutine a fait ce mouvement pour augmenter l'innovation. Mais cette déclaration tente de cacher la corruption introduite par Shoïgu, souvent avec l'aval de Poutine, dans l'industrie de défense russe. Le départ de Shoïgu a été accompagné d'une série d'arrestations, alors que Poutine tente de réprimer les problèmes qui ont ralenti les progrès de la Russie vers la construction de nouvelles et meilleures armes. Nous avons précédemment évoqué la dépendance grandissante de la Russie envers l'équipement soviétique en Ukraine. Ce n'est peut-être pas un choix que la Russie souhaitait faire. Les systèmes politiques de Poutine, favorisant les yes-men et alliés plutôt que les fonctionnaires compétents, semblent avoir mené à l'échec des nouvelles armes russes, obligeant le pays à dépendre de l'ancien équipement. L'éviction de Shoïgu par Poutine et la répression qui en résulte le voient en faire une crise de colère face à une situation qu'il a créée. De nombreuses personnes tirent profit de la corruption qui sévit au Kremlin. Shoïgu a obtenu un nouveau poste, moins puissant, comme secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie. Poutine lui permettra donc de continuer à profiter du gâteau militaro-industriel qu'il a préparé. La Russie consacre 10% de son produit intérieur brut à la défense, dont une grande partie finit dans les poches des personnes nommées par Poutine pour diriger le gouvernement à ses côtés. C'est une situation intenable sur fond d'une Russie confrontée à une inflation massive et à des taux d'intérêt élevés. La corruption au Kremlin existe depuis longtemps. Comme l'a dit la conversation en juillet 2023, Poutine gouverne par une combinaison de peur et de faveur, renversant cyniquement la proto-démocratie russe en faisant de la dissidence un crime. En somme, la Russie n'a pas atteint son plein potentiel depuis la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. La Russie a régressé, gouvernée par un autocrate qui prétend lutter contre la corruption, alors qu'il en est lui-même la cause première. Le gouvernement inefficace de Poutine ne peut plus vivre de la gloire d'avoir résolu les problèmes économiques du pays entre 2000 et 2007. Poutine a replongé le pays dans sa situation précédente, se concentrant davantage sur la sécurité du régime que sur l'amélioration réelle de la nation. Les échecs de Poutine condamnant la Russie à n'être guère plus qu'un appendice de matières premières, armée de l'arme nucléaire d'une Chine, affirme la conversation. La Russie s'étant alignée avec la Corée du Nord, elle pourrait ne pas le devenir. Cela engendre un manque total de cohésion en Russie qui pourrait causer un effondrement idéologique, s'ajoutant aux difficultés économiques, infrastructurelles et de main-d'œuvre déjà évoquées. Yuri Olinik, qui dirige la recherche au Centre analytique des études ukrainiennes de recherche stratégique, semble certainement le penser. S'adressant au centre des médias ukrainiens, Olinik dit « La Fédération russe a déjà commencé son chemin vers l'effondrement. On constate maintenant un fort contraste entre ce que la Russie prétend être et la réalité. Un État totalitaire qui emprisonne massivement les opposants et détruit des vies. Cependant, il est clair que le gouvernement ne contrôle ni les élites et leurs proches, ni son influence sur toutes les régions. En somme, le Kremlin perd le contrôle sur l'ensemble de la Fédération de Russie. » Olinik souligne les affrontements entre les forces de sécurité tchétchènes et dagestanaises, deux territoires censés être sous contrôle russe. Les dirigeants des nations de l'Empire russe s'éloignent progressivement de leur dépendance envers Moscou pour obtenir de l'aide. Le Tadjikistan, longtemps allié de la Russie, insiste désormais sur le fait qu'il devrait compter sur sa propre puissance plutôt que sur celle de Moscou, suite à des attaques de drones et des catastrophes naturelles, selon un analyste. Nous voyons le centre de l'Empire, qui a toujours été le centre du totalitarisme, ainsi que son idéologie unique, ne fonctionne plus. Olinikadze. La perte de contrôle du centre de l'Empire russe sur les nombreux États qu'il contrôle ou avec lesquels il est allié accélérera l'effondrement de la Russie. En février 2024, le Conseil de l'Atlantique a évoqué cela comme l'un des 5 scénarios possibles pour la Russie. Selon un titre captivant, la Russie risque le chaos, une guerre civile et une liberté coloniale. L'organisation met en évidence plusieurs des problèmes déjà soulignés dans cette vidéo. Une économie en ruine, le nombre explosif de morts dans une guerre qui existe principalement pour flatter l'ego de Poutine et étendre un soi-disant empire qui est déjà à sa limite, même les frustrations longtemps enfouies du peuple, à la fois à l'intérieur de la Russie et dans les territoires non centraux qu'elle contrôle, pourraient tous se faire sentir dans les années à venir, conduisant à une Russie qui n'est qu'une ombre de ce qu'elle était auparavant. Même le Conseil de l'Atlantique dit que ce scénario peut sembler fantaisiste, presque fantastique, mais il nous rappelle que la Russie a également connu 2 cas de bouleversements sociaux massifs, rien qu'au XXe siècle.
La chute des tsars et la montée du communisme qui ont engendré l'Union soviétique se sont produites dans les années 1910. Quelques 70 ans après, l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est effondrée. Près de 35 ans après l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, nous voyons la Russie refaire nombre des mêmes erreurs. Son économie endommagée et son isolement croissant pourraient suffire à causer d'importants dégâts. L'infrastructure délabrée s'ajoute à l'insatisfaction générale, risquant de pousser la population à se rebeller contre Poutine. Même sans rébellion, il y aura moins de Russes pour soutenir le pays à l'avenir. Des centaines de milliers de personnes meurent dans la guerre, et les gens n'ont pas autant d'enfants que la Russie a besoin pour se maintenir. L'incompétence politique et la corruption volontaire ont également érodé le Kremlin, au point où les pays que la Russie devrait contrôler sous son empire lui échappent. Et enfin, la Russie est tellement désespérée qu'elle se tourne vers l'une des nations les plus isolées du monde pour soutenir son armée et fournir la main-d'œuvre dont elle a désespérément besoin. Que la Russie triomphe ou échoue en Ukraine, elle était loin d'être un pays prospère. Elle présente tous les signes d'une nation brisée qui s'achemine vers l'implosion. Mais selon vous, quel avenir attend la Russie ? Est-ce vraiment une nation au bord de l'effondrement en poussière à cause des politiques de Poutine, ou la Fédération russe parviendra-t-elle à survivre à tous les problèmes qu'elle a, ou même à devenir plus forte à l'avenir? Partagez vos réflexions en commentaire, et merci d'avoir regardé la vidéo. Allez maintenant vérifier que la Russie serait retirée de la carte si elle fait cela. Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.